Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Eh bien, c'est la dernière présentation de ce Tour d'Italie, dernière vidéo de présentation, car c'est la dernière étape de cette course qui n'aura peut-être pas été la plus passionnante de l'histoire, mais on devra avoir une journée intéressante, notamment dans surtout dans le final de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette étape, pardon. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez également faire un super fang, ça c'est si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail. Étape numéro 21, eh bien cette année on n'aura pas les Champs-Élysées du côté du Tour de France, mais on aura le circuit de Rome. C'est un petit peu le même principe, on est sur une grande parade pendant le début d'étape, une journée de célébration, comme on a également du côté de Madrid sur la Vuelta. Et puis ensuite, eh bien, on terminera par une fin d'étape plus animée où on aura un sprint avec un circuit final. Au Tour de Rome, vous savez, j'aime bien les grands tours qui se finissent avec une sorte de parade. Je trouve que ça récompense tous les coureurs qui ont réussi à finir cette course, tous les coureurs qui ont été au bout, parce que je rappelle, un grand tour, c'est pas si évident que ça. C'est 3000 km à parcourir en 21 jours, et donc il faut récompenser même les équipiers qui ont parfois eu un travail ingrat pendant ces 3 semaines. Donc j'aime bien quand ça se termine de cette manière. Je suis pas fan moi des contre-la-montre le dernier jour. Je rappelle toujours avoir vu l'étape de 89 avec Laurent Fignon, Greg LeMond, ou même l'étape de Vérone il y a quelques années sur le Tour d'Italie, l'étape de Monza, enfin de Monza à Milan. Je trouve qu'on perd le côté collectif. Voilà, on ne peut pas célébrer ensemble. On sait très bien en plus que quand il y a un contre-la-montre le dernier jour, il y a 95% des coureurs qui ne le font pas à fond. Voilà, leur objectif c'est juste de finir dans les délais. Donc je trouve ça toujours un petit peu dommageable, alors que là, eh bien, on est sur une étape qui va être sympa pour tous les coureurs. Ça récompense tout le monde. Et puis, il y a quand même un intérêt sportif avec le dernier sprint, et ça met en avant également les sprinteurs, parce que des fois dans le cyclisme on oublie cette catégorie de coureurs. Et puis j'aime bien le côté discussion dans le peloton, voilà, le côté assez détente de souvent de cette première heure et demie de course. Ça permet voilà, de voir tous les coureurs qui ont marqué cette édition du Tour d'Italie. Mais il ne faudra pas s'endormir, hein, parce qu'il y aura besoin d'aide pour les sprinteurs, surtout que le circuit final n'est pas si évident que ça. Du côté du dénivelé positif, 692 mètres, c'est la 18e étape dans ce classement. On regarde le parcours. On regarde le parcours de cette dernière étape. Eh bien, vous voyez, c'est quasiment un circuit autour de Rome. Alors, on aura un début de journée et on passera par le Casale Palocco, par Ostia également. On sera pas long, on passera au niveau de la mer. Il faut savoir que Rome, Ostia, en fait, c'est je crois m'appeler, c'est la mer. C'est la cité balnéaire un peu de Rome. C'est un peu comme Bordeaux et Lacanau. Voilà, dans l'idée. La mer n'est pas à Bordeaux et tout le monde va à Lacanau. C'est un peu le même principe avec Ostia et Rome. Et puis ensuite, on repartira pour revenir dans Rome. On passera à l'intérieur de Rome avant ce circuit final qu'il faudra prendre à cette reprise pour finir au moment du 8e passage sur du 9e. Attends, 1, 2, 3, 4. C'est toujours un bordel. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est bien au 9e passage sur la ligne d'arrivée. Bien que cette fin de Giro sera jugée
avec certainement un sprint du côté de Rome. On aura le sprint intermédiaire au 2e tour. Le sprint bonification, lui, sera le 6e tour. Et ça sera dans le tour numéro 5, où on aura l'Inter Giro, mais qui ne sera pas sur la ligne d'arrivée. Hein. Cet Inter Giro, il sera 1,5 km plus loin. Donc voilà le parcours sur la carte. Donc vous voyez, on part de Rome. On va aller, hop là, à Ostia, demi-tour à Ostia pour revenir vers Rome avec ce circuit final que vous voyez grâce à cette magnifique carte des organisateurs, grâce à ce Garibaldi. Vous voyez, hein, on passe à côté du Coliseum hein, de Rome. Avec cette arrivée, on a une dernière courbe, à peu près 300 mètres de l'arrivée pour lancer ce sprint. Il y aura l'épingle. Il faudra faire attention, l'épingle à 1,6 km à peu près de l'arrivée. C'est pas le circuit le plus simple, mais on a eu pire sur ce Giro. On se souvient d'une année où le parcours avait été neutralisé sur cette dernière étape, tellement c'était technique dans Rome, parce que c'est assez récent l'arrivée à Rome. Hein. Moi j'ai connu des arrivées à Milan, notamment des arrivées à Vérone, où on arrivait par un contre-la-montre. Et là maintenant on a désormais cette arrivée du côté de Rome. On regarde la météo. Du côté de cette journée, eh bien on aura un grand soleil, on aura normalement une vingtaine de degrés, 23 degrés même hein, en température. C'est presque la journée la plus chaude de ce Giro, parce que certes on a eu un Giro où il a fait plutôt sec, hein, on a eu assez peu d'étapes sous la pluie, mais on a eu aucune étape caniculaire aussi. On était habitué ces dernières années à avoir une étape où il faisait plus de 30 degrés. Souvent, c'était une journée compliquée pour les coureurs, en vraie première grosse chaleur. Eh bien, cette année, ça n'a pas été le cas. Malgré tout, on a eu quand même des conditions climatiques qui étaient bien meilleures que l'an dernier, avec pas mal de pluie hein, sur le Giro. C'est vrai qu'on n'avait pas été épargné du côté des coureurs. Par contre, il faudra faire attention au vent. Entre 20 et 45 km/h en rafale, ça sera un vent d'ouest. Je pense surtout au circuit final, parce que qui dit vent d'ouest dit vent qui va taper de côté hein, sur ce circuit. Donc il faudra faire très attention du côté des coureurs à ne pas tomber voilà, sur cette étape. Eh bien, on regarde tout de suite la partie histoire du Tour d'Italie. Du côté de cette étape, eh bien, Rome accueille pour la 105e fois une étape du Tour d'Italie. La dernière fois, c'était en 2023 avec la fameuse victoire de Mark Cavendish aidé par Geraint Thomas, le coureur de Ineos, qui avait décidé d'aider Luison Sanchez à emmener Mark Cavendish dans le final de ce sprint où il avait réussi à l'emporter en suivant la roue de Gaviria. Il y avait une chute hein, dans les 500 derniers mètres, donc il faudra faire attention du côté des coureurs. En 2018, c'était déjà la dernière étape, c'était Sam Bennett qui s'était imposé cette année-là. Et puis, bon voilà, on a eu d'autres courses hein, qui sont passées par Rome, je pense notamment à la Roma Maxima, ou au Grand Prix de la Liberazione qui a été remporté notamment par Silvia Persico, ça c'était en 2022, et qui a été remporté par Chiara Consoni cette année, et Davide Donati chez les garçons, lui l'a remporté, coureur de la BSC Carrera, une épreuve qui a eu lieu en avril, voilà, autour de Rome sur un circuit. Voilà, dans Rome, parcours toujours, voilà, ça se finit toujours au sprint, une course de 22 tours, toujours particulier, voilà, sur un tout petit circuit ultra technique. Le coureur qui avait réussi à s'imposer dans un groupe de 4 avec Montoli, Bagni et Andreos, voilà, sur cette épreuve réservée aux coureurs d'équipe continentale.
tout simplement cette épreuve. Pas d'autres choses à dire hein, sur Rome, sur cette étape. Voilà, c'est devenu maintenant un petit peu un classique. C'est vrai que la Roma Maxima arrivait dans Rome également. Course qui n'existe plus, hein, la Roma Maxima. La dernière édition avait lieu en 2014. À l'époque, c'était une épreuve qui avait lieu en mars. C'était le lendemain, je crois, des Strade Bianche qu'avait lieu la Roma Maxima. Épreuve qui avait été remportée par Biel Cadri en 2013. Mais voilà, qui a connu pas mal de moments d'arrêt. À une époque, ça avait lieu en fin de saison et ça s'appelait le Tour del Lazio. Et puis, ça s'était transformé en Roma Maxima sur les 2 dernières années. Voilà, c'est une course qui avait un bon niveau quand ça s'appelait le Giro del Lazio. Il y avait souvent des grosses bagarres. C'est vrai que sur les 2 années où ça s'est appelé Roma Maxima, il n'y avait pas forcément eu un grand spectacle voilà, sur cette épreuve. Mais Biel Cadri en 2013 qui avait réussi à faire 40 km en solo. Et puis derrière le sprint du peloton qui avait été remporté par Pippo Pozzato. Le cycliste du jour, eh bien on parle d'un cycliste peut-être méconnu. C'est Leonardo Giordani, coureur né à Rome. Grand gabarit, 1m90 pour 68 kg. Et Leonardo Giordani, il a une particularité, il est devenu champion du monde espoir en 99, devant du bon monde quand même en 99. C'est vrai que je regardais ça. Donc déjà, il s'impose devant Luca Paolini. Matthias Kessler, qui avait quand même remporté une étape sur le Tour de France. Kim Kierschen, dans cette génération qui avait remporté la Flèche Wallonne à l'époque où il était à la Columbia. Björn Leukemans, également, qui a une carrière... il a été il a été coureur pendant extrêmement longtemps. Du côté des Français, il y avait Nicolas Fritsch. Voilà. Il y avait Paolo Tiralongo également, Valjavec du côté des coureurs étrangers, Christophe Brandt également du côté des Belges, Sandy Cazard était là du côté des Français. Vous portez quand même quelques belles courses, Sandy Cazard. Il y avait Frank Schleck aussi qui avait fini assez loin sur cette épreuve. C'était pas une mauvaise. Yuri Christophe également qui était là. Ouzov, le sprinter bélarus. Mathieu Eman était là aussi, vainqueur de Paris-Roubaix. Popovic aussi, dont on a parlé. Tourusoft était là aussi, le coureur norvégien. Sylvester Smith, Cadel Evans aussi, qui avait du très très beau monde. Et c'était donc Giordani qui s'était imposé devant Paolini et Kessler. Et le problème de ce coureur, c'est que chez les professionnels, ça ne s'est pas vraiment très bien passé. Et il avait remporté également le petit Tour de Lombardie, pas mal de victoires chez les jeunes. Mais chez les professionnels, il commencera à la Fassa Bortolo. Ça ne marchera pas à la Fassa Bortolo. Il rejoindra donc une équipe de 2e division, la Colpac, à l'époque était en 2e division, puis l'équipe d'Enardi, qui va même monter en 1re division en 2004, avant la création du Pro Tour, à l'époque, du côté de la Denardi. Mais ça ne marchera pas. Surtout, c'était la dernière saison de cette équipe qui avait un tout petit effectif pour une équipe de 1re division en 2004, qui avait remporté le contre-la-montre du Tour d'Italie avec Onchar, la 2e place du général également avec Onchar, le coureur ukrainien, qui était passé dans énormément de formations, parce qu'Onchar est resté rarement plus de 2 ans dans la même équipe. C'était assez extraordinaire du côté de ce coureur qui a remporté énormément de contre-la-montre. C'était sa spécialité. Il sera même champion du monde de la spécialité à Plouay en 2000. Il arrivera à s'imposer cette année-là.
dans ce contre-la-montre. Passé notamment par la T-Mobile, par Denardi, face à Bortololi, Kougaz, Pata également dans sa carrière. Il finira chez Hutton Silor par la course en ligne des championnats du monde. Lui, ça fait partie des coureurs qui ont fini leur carrière sur des championnats du monde. Bon, sa dernière saison ne restera pas dans les annales forcément, mais en 2008, il était toujours deuxième du Giro del Veneto. Voilà, il arrivait toujours à obtenir quelques résultats. Quatrième des championnats d'Ukraine du chrono. Et à l'époque, il y avait quand même du monde en Ukraine. Voilà, je regardais 2007. Voilà, sa dernière grande saison, c'est 2006. Et en 2006, il avait remporté notamment un chrono à Rennes sur le contre-la-montre où il avait battu Floyd Landis ce jour-là. Et Sébastien Lang, voilà, sur ce contre-la-montre, il avait remporté également celui de Montceau-les-Mines face à Andreas Klöden et également Floyd Landis qui a depuis perdu ce résultat. C'est un contre-la-montre qui était très long, 57 km à l'époque. Ça devait même être cette dernière victoire, voilà, cette étape-là. Parce qu'ensuite, il aura des saisons compliquées à la T-Mobile et dans l'équipe Pleti Manghini Primachtuf, qui était une équipe de deuxième division, qui, on va dire, n'est pas restée dans les annales, cette équipe-là, en termes de résultats en deuxième division. Donc Giordani, voilà, c'est un coureur qui n'a pas vraiment réussi chez les professionnels, passé à la Ceramica, à la Vinifantini, à Aurum Hotel également. Voilà, il est passé dans énormément de structures. C'est en 2008 où là c'est meilleurs résultats, notamment en quatrième de Firenze Pistoia, cinquième du Giro del Veneto. Cette année-là, 12e des Trois-Vallées Varisine. Mais voilà, il n'a jamais réussi à performer au niveau qui était le sien dans les catégories espoir. Stratégie du jour, je pense qu'on va avoir pas mal d'attaques dès qu'on arrivera du côté de Rome. Le début de journée sera très calme, mais on ne pourra pas éviter un sprint. Je pense que ça sera difficile d'éviter cela. Du côté de mes favoris, j'ai mis Cadengrove. Ça serait bien qu'il remporte un sprint Cadengrove, je serais très content pour lui. Je mets également Jonathan Milan qui pour le moment est le plus fort. Merlier, deuxième plus fort du côté des sprints. Mais il faudra voir s'il n'y a pas une bagarre pour les sprints intermédiaires pour Julien Alaphilippe. Et puis en grosse cote, Bolano, emmené par Pogacar, ça pourrait avoir de la gueule. Il a déjà remporté une dernière étape sur un grand tour, c'était sur la Vuelta. Du côté du programme télé, rapidement, Eurosport 1, 13h35. Et puis l'arrivée entre 18h30 et 18h52. Donc je pense qu'on sera du côté de Rome dès 17h, du côté de cette dernière journée. Eh bien j'espère que vous avez aimé ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Alors nous on se retrouve ce soir ou demain pour le débrief de cette dernière étape. Et puis il y aura des bilans du côté de ce Giro. Peut-être deux vidéos du côté des bilans de ce Giro. On fera également un point maintien du côté de la semaine prochaine. Voilà pour le programme sur la chaîne. Allez, n'hésitez pas à vous abonner et puis ciao ciao sur la Mec Production.